Bienvenue à mon intervention qui a pour objectif de présenter la querelle de plumes du XVIIe siècle. Je réponds à 3 questions. A. Quel est l'élément déclencheur de cette querelle? B. Quel est le contexte historique des mouvements littéraires qui ont marqué cette période du XVIIe siècle? C. À la fin de cette querelle, qui ont été déclarés vainqueurs ou vaincus de ce débat d'idées qui a agité le monde littéraire et artistique à la fin du siècle. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capable de déterminer les fondements des anciens et des modernes, capable d'analyser le poème ou le discours en vers de Charles Perrault, et enfin de savoir pourquoi appelle-t-on le siècle de Louis XIV le grand siècle ou le siècle d'or. Le culte classique de l'Antiquité provoque dans le dernier tiers du XVIIe siècle une polémique très vive entre les partisans résolus de l'Antiquité et les modernes, pour lesquels l'évolution du monde, des mentalités et de la pensée exige la création de chefs-d'œuvre nouveaux qui se libèrent de l'admiration inconditionnelle des modèles anciens. Le célèbre discours en vers intitulé « Le siècle de Louis le Grand » paru en 1687, écrit par Charles Perrault, né le 12 janvier 1628 à Paris, et mort dans cette même ville le 16 mai 1703, défend la prééminence des modernes vis-à-vis des anciens. Tout d'abord, et avant d'analyser le début de ce discours en vers, nous allons présenter un aperçu historique des mouvements littéraires qui ont marqué le XVIIe siècle. Et en second lieu, nous entamons la thèse défendue par le chef de file des modernes Charles Perrault, qui consiste à montrer leur supériorité en s'appuyant sur des divers arguments afin de convaincre le camp adverse représenté par les partisans des anciens. Historiquement, le grand siècle, au siècle d'or, commence par un événement déclencheur, l'assassinat d'Henri IV en 1610, et finit par la mort du roi Soleil Louis XIV en 1715. Dans ce siècle, on a l'habitude de le diviser en 2 grandes parties, baroque et classicisme. Ces noms de 2 catégories n'étaient pas utilisés à l'époque, mais seront connus par ces appellations rétrospectivement a posteriori. On peut les considérer comme les 2 âmes du siècle. Le baroque est un style qui s'est développé du XVIe au XVIIIe siècle, caractérisé par la liberté des formes et la profusion des ornements. Donc, qui dit baroque dit excès, la démesure et la liberté, dit aussi la ligne courbe. Le classicisme, c'est le contraire, c'est la ligne droite, la simplicité, la clarté et la règle, et surtout, c'est l'imitation des anciens. Chacune de ces esthétiques va avoir ses genres et ses auteurs particuliers. Le baroque va s'exprimer dans une certaine poésie, dans une certaine forme romanesque et dans un certain théâtre. La poésie baroque pleine de contrastes, de métaphores et de complexité. Il va donner naissance à 2 tendances complémentaires et opposées à la fois. La tendance qu'on appelle précieuse ou préciosité. Les précieuses, ce sont de grandes dames cultivées et raffinées de l'aristocratie. Se caractérisent par l'élégance de la tenue, la pureté du langage et surtout, elles s'élèvent au-dessus du vulgaire par la dignité des mœurs. Il n'écoutait par exemple que Vincent Voiture, 1597-1648, dont les écrits sont représentatifs de la préciosité. Et à l'inverse, il y a la tendance burlesque, une poésie parodique qui ne se prend pas au sérieux, mais néanmoins demande beaucoup de culture. On va trouver cette opposition dans le roman. Il y a les romans pastoraux, qui se passent dans un pays imaginaire et surtout des histoires d'amour interminables avec des bergers, des princes et des princesses. Il y a les romans héroïques qui prêtent de l'Antiquité et enfin des romans comiques qui se moquent des gens du temps. Mais il ne manque jamais de culture. Dans le théâtre, le baroque est théâtral en soi. Elle est forcément son esthétique favorite. Un genre plein d'illusions, d'excès et plein de violence, sous aucune règle,
À titre d'exemple, le Cid de Pierre Corneille. Et justement, le classicisme va naître en opposition et en réaction à cette esthétique baroque. La tragédie classique est le genre classique par excellence, avec des règles très strictes, empruntées au philosophe grec Aristote, la règle de structure en vers, dans 5 actes, des règles de bienséance, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, la règle de la vraisemblance et la règle de 3 unités. L'unité de temps, 24 heures, l'unité de lieu, en un seul lieu, et l'unité d'action, une seule action. Et la tendance tragique de Jean Racine, 1639-1699, est le genre le plus noble de la littérature qui aura la plus haute réputation. La tragédie racinienne, représentée surtout avec Phèdre, Andromaque, etc. Dès lors, Racine devient l'auteur classique par excellence. Puis Molière, 1622-1673, le plus grand dramaturge français. La comédie molièresque est connue de ses pièces figurant le Tartuffe, le Malade imaginaire, encore l'Avare. Elle reste une référence incontournable du théâtre français. Le classicisme n'est pas seulement le théâtre, mais surtout ce qu'on trouve dans tous les genres classiques. C'est la visée moraliste, c'est-à-dire à la fois étudier les mœurs, les comportements, les sentiments et les façons d'être, et en même temps les juger et proposer une éducation morale, sous forme de prose, de petits récits en vers comme les fables de Jean de La Fontaine, 1621-1695, à visée moraliste, ou par un petit roman comme La Princesse de Clèves, roman moraliste de Madame de Lafayette, 1634-1693, ou bien des écrivains qui écrivent par fragments comme Jean de la Bruyère qui a écrit Les Caractères, ou François de la Rochefoucauld, 1613-1680, qui écrit ses maximes tout en imitant les auteurs anciens dans cette visée moraliste. Le fameux texte de Charles Perrault, 1628-1703, celui qui va compiler les contes un peu plus tard. Charles Perrault qui renonce d'une manière spectaculaire la querelle des anciens et des modernes, en critiquant pour la première fois d'une manière directe la tradition, voire l'idée même de la tradition. Et l'occasion de ce texte est très particulière. Il s'agissait d'un discours qui a été prononcé le 27 janvier 1687 à l'Académie française pour célébrer l'heureuse guérison du roi Louis XIV, roi Soleil. Ce texte est la cause principale d'un débat littéraire appelé « guerre de plumes » entre les partisans des anciens et les partisans des modernes. Ce discours en vers commence de la manière suivante. La belle Antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'il fût adorable. Je vois les anciens sans plier les genoux. Elles sont grands, elle est vraie, mais hommes comme nous. Et l'on peut comparer, sans craindre d'être injuste, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Perrault cherche à obtenir l'adhésion de l'éditoire marqué par la présence des auteurs et des hommes de lettres contemporains à sa thèse qui consiste à donner la prééminence des modernes vis-à-vis des anciens. Il propose des opinions, plutôt des arguments à l'autrui, en lui donnant des bonnes raisons d'y adhérer. Perrault incite le destinataire à agir quand il n'a pas nié que l'Antiquité est digne de vénération et de respect, tant que l'histoire est un grand témoin. Mais il marque audacieusement par le pronom personnel « je ». Une objection avec une réponse dans la deuxième phrase, mais je. Une opposition rapide et ferme que cette antiquité, selon sa croyance, n'est jamais adorable. Charles Perrault passe au second lieu à un argument de cadrage qui consiste à mettre l'accent sur un aspect précis du thème abordé, auquel l'auditoire n'avait pas obligatoirement pensé. Il confirme que les anciens sont grands, c'est-à-dire les écrivains et les auteurs antiques. Il a dit, elle est vraie, mais ils sont hommes comme nous. Et Perrault a excité les partisans des anciens et surtout La Fontaine, qui produira le lendemain de discours son épître à Huette, en répondant aux accusations de Perrault qui déclare son indépendance aux anciens. Il a dit, sans plier les genoux.
sont pliés les genoux, cette expression ancestrale employée en langue française dès le XVIe siècle, qui fait référence à la génuflexion, c'est-à-dire la pratique remontant au temps ancien, notamment la Rome antique, consistant à s'agenouiller pour montrer le respect à un supérieur. La Fontaine répond « Mon imitation n'est point un esclavage ». On constate très clairement l'utilisation d'un argument d'analogie qui est très dominant dans tout le discours de Perrault, qui consiste à établir une correspondance entre la période contemporaine et celle de l'Antiquité. Il vante avec excellence du siècle de Louis XIV et le proclame meilleur, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Après l'éloge du roi, Perrault passe à l'attaque, qui devient de plus en plus rude par rapport à l'admiration que tous les hommes de lettres avaient pour cette antiquité. Cette attaque consiste à poser des questions rhétoriques afin d'animer le débat et varier le mode de l'argumentation sur le plus beau siècle du roi Soleil, à travers sa puissance militaire, qui était le principal instrument de la gloire du roi, et que la France était forte de ses victoires. En quel temps sut-on mieux le dur métier de Mars? Quand d'un plus vif assaut força-t-on des remparts? Et quand vit-on monter au sommet de la gloire? D'un plus rapide cours le char de la victoire? Charles Perrault a dévoilé des côtés sombres de l'Antiquité qu'on est fatigué d'applaudir ces grosses erreurs. Il a dit d'applaudir à 1000 erreurs grossières, et finit par un argument absurde et celui de la supériorité des modernes par le biais du progrès scientifique que personne, même aucun partisan des anciens, ne peut ni le nier ni le dénoncer. Et qu'enfin, dans nos jours, sans trop de confiance, on lui peut disputer le prix de la science. En guise de conclusion, on désigne historiquement que le XVIIe siècle comme le siècle des grandes querelles littéraires et que Charles Perrault, le chef de file des modernes, a déclenché officiellement cette querelle de plumes entre les partisans des anciens et les partisans des modernes. Ces derniers essaient de rejeter les auteurs et les œuvres antiques gréco-romaines, mettre en valeur de formes d'expression plus actuelles et adéquates au XVIIe siècle, et céder les cerveaux des écrivains et poètes à l'imagination plutôt qu'à l'imitation. Le deuxième homme est le Boyer de Fontenelle. Il est considéré comme un esprit brillant permettra aux idées des modernes de mieux se diffuser. Dans ses digressions sur anciens et les modernes, il expose une doctrine cohérente et forte de la modernité. Cependant, les partisans des anciens admirent les auteurs antiques comme des modèles d'inspiration, mais non seulement de simples imitations, et ils ne voient pas leur époque comme la plus grande qui ait existé. Les auteurs admirés sont les suivants. Au point de vue la littérature grecque, on trouve ce qui concerne l'épopée, Homère, Hésiode. En ce qui concerne la tragédie, Échille, Sophocle et Euripide, et ce qui concerne la fable, Ésope, et pour les auteurs latins, on trouve dans l'épopée, Virgile, et la tragédie, Sénèque, et pour la fable, Phèdre. Après le discours de Perrault, tous les gens de lettres, ou du moins tous qui s'intéressent à la littérature, avaient choisi leur camp. Il n'y avait pas de neutralité. De côté des partisans des anciens, les auteurs principaux étaient Nicolas Boileau, 1636-1711, Jean de La Fontaine et encore Jean Racine, 1639-1699. En effet, les anciens répètent à chaque occasion et en permanence leur fameuse citation rapportée à La Bruyère, « Tout y dit ». Le 30 août 1694, Perrault et Boileau sont brassés en public à l'Académie française, déclarant la réconciliation des deux partis opposés. Ainsi, la querelle des anciens et des modernes du XVIIe siècle touche à sa fin, sans vainqueur ni vaincu. Merci beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous dans des prochaines capsules vidéo et à très bientôt.